OK, donc on va continuer avec l'appareil digestif. On est arrivé à l'estomac. On va faire un petit aperçu sur l'anatomie de l'estomac. L'estomac, comme vous remarquez ici, il a la forme en J. Il est formé de 4 régions. On a tout d'abord le cardia, le fundus, le corps de l'estomac et la portion pylorique. Ce qui nous intéresse, nous, le plus, c'est de savoir qu'au niveau de la pylore, entre le duodénum et l'estomac, on a donc, c'est ce qu'on appelle le sphinctre pylorique. Donc ici, comme vous voyez, il y a le sphinctre pylorique. Ce sphinctre, oui, il va déterminer, comme on a déjà vu avant, le mouvement ou bien l'évacuation donc du chyme de l'estomac vers le duodénum. Alors, ce que vous devez retenir seulement ici, donc c'est le sphinctre pylorique. La paroi stomacale, elle est formée, comme vous avez remarqué dans ce schéma-là, elle est formée de plusieurs types cellulaires. On a les cellules à mucus, on a les cellules principales, on a les cellules bordantes, ou bien on les appelle aussi les cellules pariétales, et on a aussi les cellules endocrines. Donc, on a les cellules endocrines, les cellules principales, les cellules pariétales et aussi les cellules à mucus. Tout d'abord, on va commencer avec les cellules à mucus. Dans les cellules à mucus, on a donc deux types de cellules. Et ces deux types de cellules, ils produisent normalement un mucus alcalin. Ce mucus alcalin, il est protecteur donc pour la paroi stomacale parce que comme on a déjà vu avant, l'estomac, il contient donc l'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique, il est très fort. On a un pH qui est presque égal à 2. Donc, c'est pour cela, ce mucus alcalin, il est protecteur donc de ces cellules-là. Et il va les protéger donc مثل ما قلنا contre surtout l'HCl et parfois aussi la présence des substances irritantes qui se trouvent dans les aliments. Je veux dire encore une chose, c'est ici que les cellules épithéliales de l'estomac, ils se renouvellent chaque jour, aussi à cause donc de l'acidité qui se trouve dans l'estomac. Maintenant, on passe aux cellules principales. Les cellules principales sécrètent le pepsinogène et la lipase gastrique. Tout d'abord, le pepsinogène. Le pepsinogène, c'est une enzyme qui s'active en présence d'acide chlorhydrique. Je vous rappelle que le pepsinogène, c'est une enzyme qu'on appelle zymogène. Toutes les protéases, comme vous savez, ce sont des zymogènes. Elles seront activées qu'en présence d'une autre substance. Ici, c'est l'acide chlorhydrique qui va activer le pepsinogène en pepsine. Donc, la pepsine, elle va amorcer ou bien elle va commencer la digestion des protéines en les coupant en des liaisons peptidiques. Ensuite, on a la lipase gastrique. La lipase gastrique, donc, elle va fragmenter les triglycérides en acides gras et en monoglycérides. Et surtout aussi, elle va fragmenter les triglycérides qui se trouvent dans le lait. Mais comme on a déjà vu avant, la lipase gastrique n'est pas très active dans l'estomac. La lipase pancréatique, c'est elle qui est la plus active et qui va digérer les lipides. Maintenant, les cellules pariétales. Les cellules pariétales sécrètent l'acide chlorhydrique et le facteur intrinsèque. L'acide chlorhydrique, comme on a déjà vu, il va rendre le milieu de l'estomac très acide.
C'est lui qui va tuer les bactéries qui seront présentes dans la nourriture. Et comme on a déjà vu avant, c'est l'acide chlorhydrique qui va activer le pepsinogène et il va dégrader les protéines. Ça veut dire que c'est le pepsinogène la pepsine qui va dégrader les protéines. On a aussi la sécrétion du facteur intrinsèque. Le facteur intrinsèque, comme vous savez, c'est une molécule qui est très importante pour l'absorption de la vitamine B12 au niveau de l'intestin grêle. En absence de ce facteur, il n'y a pas absorption de cette vitamine. Et comme on a déjà vu dans le chapitre du sang, que cette vitamine elle est très importante dans la production des globules rouges. Et si cette vitamine-là elle est absente, il y aura une anémie. Maintenant, les cellules G. Les cellules G, ce sont des cellules entéro-endocrines qui vont sécréter donc la gastrine. Comme on a déjà vu dans la dernière séance, la gastrine, c'est une hormone qui va initier la sécrétion de l'acide chlorhydrique. OK? Donc, ce sont les 4 types de cellules qu'on peut trouver dans l'estomac. Et le mélange donc de sécrétion de ces cellules-là, il s'appelle le suc gastrique. Maintenant, l'estomac, il est contrôlé par 3 phases. Il y a la sécrétion et la motilité dans l'estomac. Elle est régie par 3 phases. Ces 3 phases sont les phases céphaliques, la phase gastrique et la phase intestinale. Et comme j'ai dit avant, donc ce sont ces 3 phases qui vont contrôler la digestion et la motilité au niveau de l'estomac. Lorsqu'on dit la phase céphalique, ça veut dire qu'il y aura activation des récepteurs sensibles à la vue, l'odeur, le goût de la nourriture et même l'idée de la nourriture. C'est ce qu'on a déjà vu avant lorsqu'on a parlé de la régulation nerveuse. Maintenant, pour la phase gastrique, les stimuli sont les mécanorécepteurs. Les mécanorécepteurs sont stimulés par la distension de l'estomac. Ça veut dire que lorsque les aliments arrivent dans l'estomac, la paroi de l'estomac, elle va se distendre dû à la présence des aliments et donc il va activer cette distension-là, elle va activer les mécanorécepteurs. Ou bien aussi, on les appelle les barorécepteurs. On a aussi la présence chimique des aliments dans l'estomac. Elle va aussi agir sur l'activation des chimiorécepteurs. Et on a aussi les osmorécepteurs dus à la présence de l'eau et des sels minéraux. Dans le cas où on a la phase intestinale, les stimuli sont aussi les mécanorécepteurs dus à la distension du duodénum. Aussi les chimiorécepteurs dus à la présence des acides aminés, des acides gras et de glucose, aussi dans le duodénum, avec aussi les osmorécepteurs. Donc, ici, là, on a déjà parlé de ça. Donc, il y a le contrôle de la digestion qui s'effectue par ces 3 phases. Et ces 3 phases, comme on a déjà dit, sont régies par des mécanismes nerveux et hormonaux. On commence tout d'abord avec la phase céphalique. Donc, la phase céphalique, on a parlé des stimuli. Donc, ces stimuli-là, ils vont envoyer des influx au bulbe rachidien qui, par aussi d'autres influx sur le système parasympathique. Il va influencer le plexus sous-muqueux. Celui-ci, il va donc transmettre des influx aux cellules principales, pariétales et aussi les cellules G et les cellules à mucus pour qu'il y aura augmentation de leur sécrétion
Et aussi, il y aura une stimulation vers les cellules musculaires pour qu'il y aura une contraction. Donc, c'est pour la phase céphalique. Maintenant, on passe à la phase gastrique. La phase gastrique, comme on a déjà dit, les stimuli, c'est lorsqu'il y a arrivé des aliments dans l'estomac. Donc, il y a ici la stimulation des mécanorécepteurs, des chimiorécepteurs et des osmorécepteurs. Ces récepteurs-là, ils vont transmettre leur information vers le plexus sous-muqueux. Ça veut dire ici, c'est le système digestif entérique qui va activer alors les cellules musculaires, aussi les cellules sécrétrices pour augmenter leur sécrétion et augmenter le mélange du chyme aux sécrétions gastriques. Donc, comme on a déjà dit, il y a augmentation de la motilité. Donc, il y aura des ondes de brassage. Ces ondes de brassage, on va les voir plus tard. Ce sont des ondes, ondes de brassage. Ces ondes de brassage, ce sont des ondes péristaltiques. Donc, ça veut dire que quelques minutes après l'arrivée de la nourriture, il y a les cellules musculaires. Comme vous savez, il y a ici les cellules circulaires et les cellules longitudinales. Ces cellules-là, elles vont initier donc le mouvement péristaltique. Comme on sait déjà, le mouvement péristaltique, ça veut dire ici, il y aura une contraction d'un côté et un relâchement de l'autre côté. Ça veut dire une contraction, relâchement, contraction, relâchement. Et à fur et à mesure que la digestion avance, ces ondes, ils vont augmenter d'intensité. Donc, ces ondes-là, ces ondes de brassage, ils vont favoriser, comme on a déjà dit, la coupure des aliments, leur fragmentation et leur mélange avec les sécrétions gastriques pour les réduire en un bouilli qu'on appelle le chyme. OK, Fazan? Le chyme, c'est le mélange, comme on a déjà dit, des petits fragments de nourriture avec donc le suc gastrique. On continue donc avec la phase gastrique. Bien sûr, lorsque le chyme il devient suffisamment acide, donc maintenant une partie du chyme elle va passer dans le duodénum, ce qui va diminuer la distension de l'estomac. Et lorsqu'il y aura donc diminution dans ce cas-là de la distension de l'estomac, celui-ci il va agir par une rétroinhibition sur le plexus sous-muqueux, ce qui va aussi entraîner la diminution de brassage et des sécrétions. La gastrine, comme on a déjà dit, elle est sécrétée par les cellules G. Elle est aussi sous l'influence du système parasympathique. La gastrine, elle va stimuler la croissance des glandes gastriques et la sécrétion du suc gastrique, comme on a déjà dit, surtout la sécrétion de l'acide chlorhydrique. La gastrine aussi, elle a un effet sur le sphincter œsophagien inférieur. C'est elle qui va renforcer la contraction de ce sphincter. Elle va donc fermer très bien ce sphincter-là pour ne pas laisser les aliments refluer dans l'œsophage. La gastrine aussi, elle va augmenter la motilité de l'estomac. Ça veut dire elle va stimuler les cellules musculaires pour qu'il y aura les ondes de brassage. Et de l'autre côté, elle va relâcher le sphincter pylorique. Donc, on a déjà vu où se trouve ce sphincter pylorique. C'est le sphincter qui se trouve au niveau entre le duodénum et la pylore. Et donc, il y aura le relâchement de ce sphincter-là et il y aura le passage, comme on a déjà dit, du chyme vers le duodénum. En même temps qu'il y aura le relâchement du sphincter pylorique,
il y aura aussi le relâchement de la valve iléocécale. On va voir cette valve-là plus tard. Cette valve, elle se trouve entre l'intestin grêle et le gros intestin. Donc, la gastrine, elle est responsable de la sécrétion de l'acide chlorhydrique. Mais lorsque le pH de l'estomac ou bien le pH dans l'estomac se trouve maintenant au-dessous de 2, donc il y aura une inhibition de la sécrétion de la gastrine. Donc, la gastrine, elle sera inhibée lorsque le pH il devient sous la valeur de 2. Et il est stimulé lorsque cette valeur-là, elle va augmenter. OK, donc ici, on a aussi un mécanisme de rétro-inhibition. Comme on a déjà vu aussi la dernière fois, il y a certaines substances qui peuvent stimuler donc la sécrétion de la gastrine. Ce sont la caféine et l'alcool. C'est ce qu'on appelle les aliments sécrétagogues. Si vous vous rappelez encore, la caféine, l'alcool, ils peuvent stimuler directement les cellules G à libérer la gastrine. Docteur, Oui. on les nomme comment? Les aliments sécrétagogues حكينا عنهم الجمعة الماضية. إذا بدك رح أرجع عليها très rapidement. هون أوكي. des aliments dits sécrétagogues اللي هن مثل ما قلنا الكافيه والبروتين والالكول. اوكي فاذا هن ils peuvent stimuler la sécrétion de la gastrine. Ok, merci. Comme on a terminé avec la phase gastrique, maintenant on est arrivé à la phase intestinale du contrôle. La phase intestinale, ça veut dire que maintenant le chyme il est arrivé au duodénum. Aussi, l'arrivée du chyme, comme on a déjà vu, il va stimuler les récepteurs qui se trouvent au niveau du duodénum. Ça veut dire que ce sont aussi les mécanorécepteurs dus à la distension de la paroi du duodénum et aussi les chimiorécepteurs dus à la composition chimique des aliments. Et aussi, on a les osmorécepteurs. Ces récepteurs-là, ils vont inhiber la sécrétion gastrique et la motilité donc de l'estomac. Dans ce cas-là, quand même, lorsque ces récepteurs-là sont stimulés, ils vont stimuler les cellules endocrines. Ils vont stimuler les cellules endocrines dans le duodénum pour qu'il y aura la sécrétion de 2 hormones. Ces 2 hormones sont la sécrétine et la cholécystokinine. La sécrétine, elle va diminuer les sécrétions gastriques et la cholécystokinine, elle va diminuer l'évacuation gastrique. Parce qu'on a déjà aussi expliqué ça la dernière fois. Non, c'est pas tout le chyme qui va passer en même temps de l'estomac vers le duodénum. Le chyme, il sera divisé en des parties, en des segments, et chaque segment, il va passer donc à part dans le duodénum pour qu'il y aura la digestion et l'absorption. Donc, c'est la cholécystokinine qui va contrôler l'évacuation gastrique. Oui. حدا كان عنده سؤال؟ هل قلنا عنا فيدانج جاستريك؟ Oui. هل قلنا عنا فيدانج جاستريك؟ Oui, c'est le vidange gastrique, مزبوط. OK, donc, ce sont les 3 phases, comme on a déjà dit, qui peuvent contrôler donc ça va être la fonction de l'estomac. Le brassage gastrique, on a parlé de ça. Donc, dans l'estomac,
on a surtout l'influence des ondes péristaltiques. À chaque fois, par exemple, lorsqu'on parle de chaque organe, lorsqu'on parle de chaque partie de l'appareil digestif, on a une motilité, ok? رح نرجع نعمل un petit résumé lorsqu'on finit ce chapitre-là. رح نرجع نحكي عن الموtilité de chaque partie ou bien de chaque organe de l'appareil digestif. Donc, on a terminé avec l'estomac. On va maintenant passer à la digestion dans l'intestin grêle. Bien sûr, la digestion du chyme, comme on va voir, elle va se poursuivre dans l'intestin grêle. Dans l'intestin grêle aussi, il y a différents types de motilité. On va voir qu'il y a le péristaltisme ainsi que d'autres mouvements qu'on les appelle les mouvements de segmentation. Ces mouvements-là, ou bien ça va être cette motilité, bien sûr, elle va aider mécaniquement la digestion dans l'intestin grêle, c'est la digestion donc mécanique. Dans l'intestin grêle, comme vous savez, il y aura intervention de deux organes annexes essentiels qui sont le foie et le pancréas. Donc, ça veut dire que le foie et le pancréas, ils vont agir par une digestion chimique, ils vont aider à la digestion chimique dans l'intestin grêle. Tout d'abord, on va avoir un aperçu très rapide sur l'anatomie de l'intestin grêle. Donc, comme vous savez, l'intestin grêle, il va s'étendre de l'estomac vers le gros intestin. Il est normalement formé de 3 segments. Le segment qui est le plus important, si vous voulez, c'est le duodénum. On a le jéjunum et l'iléon. Bien sûr, on ne va pas bien sûr étudier ou bien on ne va pas parler très beaucoup sur ces segments-là. نحن مش رح ندرس كثير anatomie بس رح نشوف quels sont les 3 segments qui forment donc l'intestin grêle. Mais je veux dire une chose très rapide. حكينا عنها, c'est la valve iléocécale. Donc la valve iléocécale, مثل ما قلنا, c'est la valve qui se trouve entre l'intestin grêle et le gros intestin. بس كمان هون une petite إذا بدكم يعني notion, une petite remarque, يعني مش c'est pas aussi à étudier. Le diamètre de l'intestin grêle, il est de 2,5. Il mesure normalement de 6 à 7 mètres de longueur chez un cadavre, mais chez une personne vivante, il fait à peu près de 2 mètres. Bien sûr qu'à cause de tonus musculaire. Donc, chez une personne vivante, la longueur, il est seulement de 2 mètres. Maintenant, on va parler des organes annexes. Les organes annexes, مثل ما بتعرفوا, le pancréas, la vésicule biliaire et le foie. Tous ces 3, ils vont déverser, donc, comme vous savez, leur contenu dans l'intestin grêle. Sorry بس عم نروح بالعكس. اوكي. فإذا مثل ما قلنا هن ils déversent leur sécrétion dans le duodénum. Tout d'abord, on va فإذا هون on a le foie. مثل ما بنعرف le foie il sécrète la bile qui sera stockée dans la vésicule biliaire. Donc la vésicule biliaire elle-même, elle n'est pas responsable de la sécrétion de la bile. Et on a aussi le pancréas. Le pancréas, comme vous savez, c'est une glande qui est à la fois glande endocrine et une glande exocrine. La glande endocrine, elle va sécréter les 2 hormones, l'insuline ou le glucagon. Par contre, la glande exocrine, elle va sécréter le suc pancréatique.
Et comme on a déjà vu aussi avant, le suc pancréatique ainsi que la bile, elles seront sécrétées grâce à la présence du sphincter qui se trouve ici, مثل ما قلنا اسمه le sphincter Doddy. Tout d'abord, on va commencer avec le foie. Le foie, il remplit normalement plusieurs fonctions autres que la sécrétion de la bile. C'est lui qui est responsable, comme vous savez, du métabolisme des glucides, des lipides et des protéines. Il est responsable du traitement des médicaments, des drogues et des hormones. Il est responsable, comme vous savez, de l'excrétion de la bilirubine, et c'est ce qu'on a déjà vu dans le chapitre du sang. Il est aussi responsable, c'est le lieu de stockage de plusieurs substances, comme par exemple les métaux comme le fer. C'est lui qui est aussi responsable de la phagocytose des globules rouges et des globules blancs, ainsi que des bactéries. Et aussi, il est indispensable pour l'activation de la vitamine D. Bien sûr, quand même, il va sécréter le cholestérol et ainsi de suite. Donc, on ne va pas parler de beaucoup de ces choses-là. Mais ce qu'il faut savoir, quand même, il est responsable de la sécrétion de la bile. La bile, comme on a déjà dit avant, elle sera sécrétée dans le foie et elle sera stockée dans la vésicule biliaire. Elle est reliée bien sûr au foie et au duodénum par les canaux biliaires. Donc, elle va emmagasiner et concentrer la bile entre les repas. Et la bile, elle sera évacuée dans le duodénum lors des repas. Alors, lorsqu'on a parlé de ça aussi la dernière fois, nous aussi, on va faire une ablation de la vésicule biliaire. Donc, la bile, elle ne sera plus donc sécrétée entre les repas. Seulement, elle sera sécrétée lors des repas et directement, elle va venir du foie vers le duodénum. OK? C'est une chose qu'il faut aussi le savoir. Maintenant, c'est quoi la composition de la bile? La bile, elle est donc sécrétée par les hépatocytes. On a à peu près un volume de 800 à 1000 millilitres de bile qui sera sécrété par jour. C'est un liquide qui est jaunâtre, brunâtre ou bien vert olive. Le pH, il est entre 7,6 et 8,6, il est un peu alcalin. Il est alcalin dû à la présence des ions bicarbonates. La sécrétion des ions bicarbonates. On va voir ça aussi plus tard. Les ions bicarbonates, c'est pour neutraliser le chyme acide qui va arriver vers le duodénum. La bile, elle est composée surtout de l'eau, des acides biliaires, les sels biliaires, le cholestérol, le phospholipide, qui est surtout la lécithine. On a les pigments biliaires et plusieurs ions. Les pigments biliaires, surtout, ce sont la bilirubine. La bilirubine qui est obtenue, comme vous savez, par la dégradation des globules rouges. Bien sûr, la dégradation des globules rouges par les macrophages. Elle est transformée, comme vous savez, en bilirubine conjuguée par les hépatocytes, puis elle est sécrétée dans la bile. La bilirubine, comme on a déjà vu aussi dans le chapitre du sang, elle sera transformée en stercobiline dans le gros intestin dû à la présence aussi des bactéries qui se trouvent dans le gros intestin. Et c'est la stercobiline qui va donner la couleur brunâtre normale des selles. C'est la couleur des selles, c'est dû à la présence de la stercobiline. Bien sûr, elle-même, elle provient de la bilirubine.
Maintenant, comment sera contrôlée la sécrétion de la bile? Donc, la sécrétion de la bile, elle est tout d'abord contrôlée par les influx parasympathiques. Quand même déjà أذكركم شغلة إنه نحن on a déjà dit que dans l'appareil digestif on a surtout une influence parasympathique. فإذا أكتر شيء في عنا influence parasympathique. Donc, comme on a déjà vu avant, tous les stimuli des récepteurs, بالphase céphalique, بالphase gastrique, بالphase intestinale, ils vont stimuler les influx parasympathiques. Les influx parasympathiques, maintenant, ils vont stimuler la production de la bile par le foie. La production de la bile par le foie, la présence des acides gras, les acides aminés du chyme, qui entrent maintenant dans le duodénum, ils vont stimuler la sécrétion de la cholécystokinine dans le sang et aussi la chyme acide qui entre dans le duodénum, elle va stimuler la sécrétion de la sécrétine dans le sang. Ça veut dire que les cellules endocrines de l'intestin grêle, ils vont maintenant sécréter la CCK et la sécrétine. La CCK, c'est elle qui est responsable de la contraction de la vésicule biliaire. OK, فإذا CCK elle va إذا بدكم faire la contraction de la vésicule biliaire. Par contre, la sécrétine, elle va favoriser la libération par le foie de bile riche en acide carbonique. Donc, ça veut dire en ion bicarbonate. فإذا هون عم نشوف إنه CCK elle va provoquer la contraction de la vésicule biliaire. Par contre, que la sécrétine, elle va stimuler la libération de la bile qui est riche maintenant en ion bicarbonate. OK, donc c'est comme ça que sera contrôlée la sécrétion et l'évacuation de la bile à partir de la vésicule biliaire. Après un petit repos, on va continuer donc avec le pancréas.